Vont-ils donc apprendre à 14h30 aujourd'hui à l'Élysée? 17 chefs de groupe, de partis politiques ont été convoqués par l'Élysée, par Emmanuel Macron, pas directement, mais par mail dans leur boîte à 2h du matin, invitation surprise et qui suscite bien évidemment beaucoup d'interrogations, beaucoup de spéculations aussi. On vous rappelle que l'échéance pour la nomination d'un Premier ministre, normalement, elle arrive à expiration ce soir vers 20h. Pourrait-on apprendre son nom un petit peu plus tôt qu'on ne s'y attendait? On en parle avec Béatrice Gelot de notre service politique et on est également ravis d'accueillir à cette heure Éléonore Carrois. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Français établis hors de France. Bonjour à vous également Romain Eskenazi. Vous êtes député PS du Val d'Oise. Le nom du Premier ministre va-t-il donc être communiqué au cours de cette réunion? On ne le sait pas, mais en revanche, on a déjà des pistes pour ce nom-là. Et l'une de ces pistes, c'est la reconduction du Premier ministre démissionnaire et sortant, Sébastien Lecornu. On va voir toutes ces hypothèses dans un instant avec Alexandre Hébert en direct de la rédaction. Mais tout d'abord, Béatrice Gelot, qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure de cette réunion surprise? Qu'est-ce qu'il va annoncer, Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, potentiellement, il pourrait annoncer le nom du Premier ministre à tout le monde. Comme ça, après, tout le monde pourra y aller de son propre commentaire. Il pourra surtout appeler tous les participants, en fait, à un rappel à la responsabilité. Vous avez la responsabilité de mettre un budget en place avant la fin du mois de décembre. Et ce rappel à la responsabilité pourrait trouver une résonance, puisque les conclusions de Sébastien Lecornu, c'était, je vous le rappelle, il y a un chemin possible pour le budget. La piste de la dissolution s'éloigne. Donc, ce qui veut faire dire à Emmanuel Macron que potentiellement, il peut y avoir un nouveau gouvernement qui pourrait parvenir à mettre en place un budget, que ce budget soit voté par l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois de décembre. Romain Eskenazi, on rappelle que vous êtes député socialiste. Vous êtes surpris par la méthode qui est choisie là par Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi? Non, je pense qu'Emmanuel Macron a montré depuis la dissolution, depuis cette décision, qu'il aime être un petit peu au centre du jeu. On sentait bien que Sébastien Lecornu, quand il a fait le 20h de France 2, était aussi en opération commandée par le président de la République, avec des choses qu'il pouvait dire, des choses qu'il ne pouvait pas dire. Donc le fait de se remettre encore au centre du jeu et d'organiser comme ça cette rencontre avec l'ensemble des partis, ça correspond plutôt à son style et à son tempérament. Oui, c'est une façon, Éléonore Carrois, de rappeler que c'est aussi le dernier arrêt avant le terminus. Il va falloir à un moment se mettre d'accord sur quelque chose et c'est la parole présidentielle, peut-être dans sa solennité à l'Élysée, qui peut provoquer cette prise de conscience chez ces groupes et chez ces partis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre Constitution prévoit que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Maintenant, il peut nommer. Elle ne prévoit pas qu'il convoque les chefs de parti à l'Élysée avant de les nommer. Non, mais justement, le président pourrait nommer sans consulter, sans discuter. Moi, je suis au contraire rassurée et je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il convoque les chefs de parti, qu'il discute avec eux. Je ne sais pas quelle sera la teneur de ces discussions. Vous pensez qu'il va donner les noms et dire « et ça, vous en pensez quoi ?» comme un professeur devant des élèves? Enfin, on a du mal à voir la forme que ça va prendre. Honnêtement, je ne sais pas quelle sera la teneur de cette réunion. Je n'ai pas eu l'agenda. Je pense que personne autour de ce plateau ne l'a eu. Mais sur le principe, sur le fait de consulter plutôt que de décider seul, d'expliquer peut-être les choix qu'il fera, moi je trouve que ça ne peut être que de bon augure. Vous dites on ne sait pas, mais Gabriel Attal, il ne sait pas non plus, c'est-à-dire le chef de votre parti, il va arriver à l'Élysée à 14h30 sans savoir ce qu'il attend? C'est vraiment la surprise complète? Non, il sait qui il va rencontrer, il sait qu'il va discuter avec le président, et puis il sait surtout que nous devons avoir un Premier ministre nommé aujourd'hui. En tout cas, il faut que nous sortions très rapidement de la situation de blocage politique et institutionnel. Et je pense surtout, et c'est important de le dire aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup d'avancées au cours des derniers jours, même si on a l'impression parfois de faire un peu de surplace. Il y a beaucoup d'avancées. Non, mais tous les Français. Mais quelque part, aujourd'hui, vous avez une majorité de députés qui ont dit très clairement au Premier ministre Sébastien Lecornu qu'il souhaitait avancer et doter notre pays d'un budget. Alors, avancer, c'est bien, mais encore faut-il être capable de se mettre d'accord sur un nom. Et c'est toujours là que le bas blesse. Non, pas le nom. Sur le projet, sur les orientations, sur les compromis à faire. Le délai arrivant à expiration ce soir, il va bien falloir donner un nom aujourd'hui. Alexandre Hébert, on vous retrouve depuis
depuis la rédaction de France Info. On en est où, justement, à cette heure? On a l'impression que tout est encore possible. Et oui, et d'ailleurs, l'illustration de cela, c'est le profil des noms qui circulent pour Matignon, parce que celui qui revient le plus, c'est celui de Sébastien Lecornu. Lui-même, ce serait une manière pour Emmanuel Macron de garder la main sur tout cela, mais cela divise, y compris dans le camp présidentiel. Regardez ce qu'en disait ce matin Gabriel Attal sur France 2 lorsqu'on lui a posé la question. Il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de vouloir s'acharner à garder la main sur tout. Et c'est vrai que cette nomination, elle ne plairait pas forcément non plus à tous les alliés du camp présidentiel. En témoigne ce que disait Hervé Marseille, le président de l'UDI ce matin. Je cite, ce ne serait pas un bon signal. Et c'est peut-être du côté de l'UDI que va se trouver le prochain Premier ministre, puisque le deuxième nom qui circule le plus, c'est celui du fondateur historique de ce parti, Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo qui aurait l'avantage de plaire à Bruno Retailleau, le président des Républicains, puisque ce dernier appelle à une cohabitation, mais refuse un Premier ministre de gauche et un Premier ministre issu de la Macronie. Mais le problème, c'est que Jean-Louis Borloo n'est pas forcément intéressé et peut-être même pas forcément au courant de tout cela, puisque regardez ce qu'il déclarait hier à des journalistes. J'ignore absolument tout. Quoi qu'il en soit, ces deux hypothèses, elles présentent le même problème. C'est un très, très fort risque de censure, puisque la gauche verrait d'un très mauvais œil leur nomination, tandis que le Rassemblement national, lui, a d'ores et déjà annoncé qu'il censurerait tout et tout le monde, et en sachant que si ces deux formations politiques votent la censure, n'importe quel gouvernement tombe. Ça peut quand même aussi être un Premier ministre de gauche. On ne peut pas exclure totalement et définitivement cette option. C'est vrai, d'autant plus que la gauche l'appelle toujours de ses voeux. Et dans ces cas-là, c'est le nom de Bernard Cazeneuve qui revient le plus, l'ancien Premier ministre de François Hollande. C'est vrai qu'il aurait l'avantage de pouvoir négocier avec le Parti socialiste, notamment sur l'épineuse question de la suspension de la réforme des retraites. Il pourrait, à défaut d'avoir leur bienveillance, gratter au moins la non-censure du bloc central. Mais l'accord serait tout de même très fragile, parce que ce serait une ligne rouge, évidemment, pour la droite. Une partie du bloc central aurait beaucoup de mal à avaler la pilule, et puis les écologistes également ne seraient pas très contents de cette nomination. Il reste encore une autre hypothèse sur la table, c'est celle d'un gouvernement technique, et là, deux noms sont cités régulièrement, celui de l'actuel président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, et du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Ce sont des noms qui pourrait faire consensus, mais qui ne serait là vraiment que pour faire voter un budget et gérer les affaires courantes jusqu'en 2027. Ouais, merci beaucoup, Alexandre. Bon, on a avancé, vous nous disiez, alors je ne sais pas dans quelle direction. Déjà sur l'option Le Cornu 2, c'est une option qui est véritablement sur la table. Il en avait pourtant fermé totalement la porte lui-même lors de son interview sur France 2, au journal télévisé. En off, on a des membres de votre parti qui disent un peu tout et son contraire. Si c'est Le Cornu 2, on censure direct. Il faut voir ce qu'il met sur la table. Enfin, vous en êtes où vis-à-vis de cette option, de cette possibilité? Nous, on demande un Premier ministre de gauche. On considère qu'après 3 échecs du socle commun, on considère qu'après 2 échecs dans les urnes aux européennes puis aux législatives, on ne sait pas vraiment qui a gagné, mais le clan présidentiel a perdu 100 députés, donc il y a une forme de désaveu de la politique qui était menée. Et aujourd'hui, les sujets qu'on porte, nous, sont sur la table. Moi, ce que je relève quand même dans l'interview de Lecornu sur France 2, c'est qu'on n'a pas parlé de réforme de l'AME, on n'a pas parlé de l'immigration qui serait responsable de tous les maux du pays, on n'a pas parlé de nouvelles réformes de l'assurance chômage, on a parlé des sujets que la gauche met sur la table, en particulier le Parti socialiste, sur les retraites, sur la fiscalité des hauts revenus, sur le pouvoir d'achat des bas salaires. Donc, comme c'est nos sujets qui sont sur la table, on pense que c'est à nous de les mettre en avant. Mais vous n'avez pas la majorité, ni absolue ni relative. C'est vrai, mais je considère que s'il y a bien de majorité à l'Assemblée, c'est celle du Front républicain. Oui. Elle est aujourd'hui majoritaire. Il existe toujours. Et nous, on existe toujours en tout cas, ceux qui ont appelé à ne pas voter pour le Rassemblement national, ils sont aujourd'hui majoritaires. Et qui se trouve au cœur de ce Front républicain, c'est nous. On a la capacité de dialoguer avec le Bloc central, donc avec évidemment les Insoumis. Rien, pardonnez-moi. Votre position là, à cette heure, alors que tout le monde appelle au consensus, c'est dire Olivier Faure ou personne. Notre position aujourd'hui, c'est de dire la nomination d'un Premier ministre de gauche, étant donné qu'on considère qu'on a le plus grand périmètre de non-censure aujourd'hui, ce serait de nature à régler la crise politique, la crise budgétaire et la crise sociale que traverse le pays. Donc c'est bien la position que nous défendons aujourd'hui. Et Bernard Cazeneuve ? Bernard Cazeneuve, c'est une option que vous entendez ? Moi, je n'ai pas d'avis pour dire et Glucksmann, et Faure, et Cazeneuve, etc. Ouais. C'est plutôt quelqu'un qui incarnerait une ligne politique de gauche et qui sera en capacité de dialoguer à la fois avec le Bloc central, parce qu'il faut une non-censure du Bloc central pour que ça tienne, mais aussi de discuter avec les Insoumis qui, eux, définitivement ne veulent pas rentrer dans ce processus de dialogue et de concertation. Eux, c'est tout programme, on règle le programme, mais on pense qu'on pourrait discuter avec eux une non-censure avec des mesures de gauche. Ouais. Il y a un nom sur lequel vous êtes d'accord, ne serait-ce qu'entre vous deux,
entre vous deux députés, l'une Renaissance et l'autre PS. Vous vous êtes dit, lui, ça pourrait être, pourquoi pas, Bernard Cazeneuve, on peut l'entendre. On n'a pas eu ces discussions, mais je vais vous dire pourquoi. Nous, depuis le début, on a une ligne qui est très claire. C'est qu'avant le nom d'une personne, avant son passé politique, ce qu'il a pu faire, ce qui importe, c'est de réussir à créer un compromis et à véritablement rendre notre système politique plus parlementaire. Et là où je vous disais, il y a des avancées, parce que, comme vous me répondiez à juste titre, on a du mal à les voir, il y a des vraies avancées. Lorsque vous avez Sébastien Lecornu qui dit « c'est le moment le plus parlementaire de la Ve République et moi, je refuse d'utiliser le 49 alinéa 3 », c'est une véritable rupture dans la méthode. Mais ça ne lui suffit pas à tenir et à rester Premier ministre. L'instabilité est telle qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui peut s'effondrer en 14 heures. Parce que vous avez un ministre LR qui tweet et qui montre son mécontentement. Et ça, moi, vraiment, je le déplore parce que j'aurais préféré qu'on puisse avancer. Maintenant, depuis dimanche soir, il s'est passé des choses. Je pense que tout le monde réalise la situation dans laquelle nous sommes, l'importance d'avoir de la stabilité pour adopter un budget, mais aussi pour la place de la France à l'international. Et donc, moi, j'ai quand même bon espoir qu'un nombre majoritaire de députés va réussir à se mettre d'accord sur la méthode. Et puis surtout, nous, ce qu'on veut, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais nous, ce qu'on veut parlementaire, c'est commencer à débattre du budget. Après, vous avez des choses qui vont passer parce que vous aurez des majorités. Vous en avez d'autres qui ne vont pas passer. Et moi, je le déplorerais. Mais qu'on puisse reprendre la main et reprendre le travail. Pour débattre du budget, il faut qu'il soit présenté en Conseil des ministres. Il faut donc, à minima, un Premier ministre. On espère aussi un gouvernement. Alors, vous dites que ce n'est pas une question de nom, mais enfin, il faut bien un nom quand même à un moment. On rappelle que l'échéance, elle arrive à expiration ce soir. Pourquoi pas Bernard Cazeneuve? Je vous posais la question. Écoutez ce que répond à cela Agnès Pannier-Runacher. Moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un Bernard Cazeneuve, un moment Bernard Cazeneuve. Il me semble que ni les Républicains, ni le Bloc central, ni le Parti socialiste, par exemple, ni les Lyotes, parce qu'on a tendance à oublier les Lyotes dans cette équation, ne censureraient un Bernard Cazeneuve. Et ce serait une rupture avec le président de la République et avec 8 années de macronisme. Béatrice Gellot, est-ce qu'il peut y avoir un moment Bernard Cazeneuve, comme le dit si bien Agnès Pannier-Runacher? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir un moment Bernard Cazeneuve aujourd'hui, mais souvenez-vous, le nom de Bernard Cazeneuve avait été évoqué, c'était juste avant que Bayrou ne soit nommé, donc c'était en décembre 2024. Et à ce moment-là, Olivier Faure avait été très clair, il avait dit, mais même pas en rêve de voir non, c'est Bernard... pas vrai. Ah si. Non, c'est pas vrai. Le Parti socialiste avait dit. Il a été très allant. Non, c'est pas vrai. On avait à l'époque une coalition qui est arrivée en tête et on avait une candidature commune au Nouveau Front Populaire. Et donc effectivement, quand la question s'est posée d'un autre nom, on a un accord avec les 3 autres partis de la coalition. Et donc aujourd'hui, la candidature qu'on défend, c'est celle effectivement qui est commune, qui était commune effectivement à la coalition qui est arrivée en tête aux élections législatives. C'était pas un veto absolu, c'était de dire aujourd'hui, c'est pas une candidature d'un ex-socialiste, c'est une candidature commune qu'on a réussi à trouver après de longues négociations, vous vous en souvenez, entre les 4 partis. La résolution du Bureau national qui était sortie n'avait pas dit veto sur Bernard Cazeneuve, avait dit aujourd'hui notre candidate, elle est commune au Nouveau Front Populaire. Ça, c'était à l'époque où il y avait effectivement... Ça, c'était dans le temps. C'était dans une autre époque, effectivement. Lucie Casté, mais souvenez-vous, une fois que le président de la République avait laissé entendre que Lucie Casté, c'était non, le nom de Bernard Cazeneuve avait été évoqué, et à ce moment-là, je me souviens très bien, le Parti socialiste et Olivier Faure avaient dit Bernard Cazeneuve, ce n'est pas la solution. On va, si vous le permettez, se rendre à l'Élysée tout de suite, parce qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux, Martin Baumer, vous êtes sur place, comment ça va se dérouler cet après-midi. 14h30, donc, on a des chefs de parti et de gouvernement, un bon petit groupe, ça fait 17 personnes qui vont être reçues par Emmanuel Macron. Vous en savez plus sur le format que va prendre cette rencontre, Martin ? Je vais vous décevoir, non, on n'en sait pas plus parce que l'Élysée communique absolument rien sur cette réunion. Tout ce qu'on sait, c'est que les chefs de partis, de groupes parlementaires ont reçu un mail nocturne. Ce n'était pas prévu. Vous savez, l'entourage du président de la République, il y a 2 jours, nous avait dit ça ne fait pas partie de ce qui est envisagé de consulter les partis. Et pourtant, 2 jours plus tard, il y a cette réunion à 14h30 donc, qui est convoquée à l'Élysée avec les chefs de partis et de groupes parlementaires. Quasiment tous ont répondu positivement, ils vont venir,
même Bruno Retailleau, vous savez, qui avait un petit conflit d'agenda, c'est comme ça qu'on va l'appeler, puisqu'il était attendu par ailleurs à cette heure-ci. Finalement, il se rendra bien à l'Élysée, le président des Républicains et ministre démissionnaire de l'Intérieur. Ensuite, la question, une fois que tous ces partis, ces chefs de partis ou de groupes parlementaires seront reçus, c'est que pourront-ils bien apprendre lors de cette réunion avec Emmanuel Macron? Et là, même chose, quand on les interroge, quand on interroge les invités, quand on interroge des membres du gouvernement, personne ne sait ce qu'Emmanuel Macron va leur dire. Alors certains sont assez dubitatifs sur le format, sur ce format commun, sur cette réunion commune finalement, mais chacun y va pour entendre le président de la République. Peut-être il y en a qui s'imaginent sûrement qu'il y aura une explication de méthode, de nouvelles méthodologies par le président de la République. Donc voilà ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on ne sait pas sur cette réunion de 14h30. Il y a une dernière chose qu'on n'exclut pas dans l'entourage du président de la République, qu'on n'exclut toujours pas, puisque c'était déjà envisagé il y a 2 jours, mais on n'exclut toujours pas, c'est une éventuelle prise de parole dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Martin Baumer pour ces précisions à côté de l'Élysée. Bon, ça fait réagir beaucoup, y compris le chef de votre parti, Gabriel Attal, qui a déclaré ceci ce matin. Écoutez. Au cours de cette réunion, je dirais ce que je dis depuis plus d'1 an maintenant et depuis la dissolution qui n'a donné aucune majorité à l'Assemblée nationale. Je dirais d'abord qu'il faut mettre le quoi avant le qui. Beaucoup de travail a été fait ces dernières semaines. Je veux saluer aussi ce qui a été fait par Sébastien Lecornu en la matière pour rapprocher un certain nombre de positions. Et je crois très profondément que si on sort des questions de personnes, sur le fond, on peut arriver évidemment à trouver un compromis. Il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout. Il vise qui quand il dit qu'il ne faut pas s'acharner à garder la main sur tout? C'est Emmanuel Macron. Enfin, il a quand même été très clair sur ses critiques adressées au chef de l'État ces derniers jours. C'est l'état d'esprit dans lequel un chef de parti présidentiel se rend à une rencontre convoquée par le président de la République de ce même parti? Moi, je retiens qu'il dit quelque chose à laquelle je souscris totalement, c'est qu'il faut oublier les noms, les personnalités, et il faut véritablement se mettre d'accord sur le fond. sur ma question. Mais sur votre question, j'y réponds très précisément. Vous êtes convoqué. Déjà, il y a un changement de méthode. C'est pas le président qui décide à un moment que tout le monde ignore et sans avoir consulté ou en tout cas discuté avec les uns et les autres. Ça, c'est votre interprétation. C'est pas celle, par exemple, du député socialiste qui est à côté de vous et qui dit ça montre encore une fois qu'il veut se mettre au centre du jeu. Oui, Emmanuel mais Macron. En tout cas, c'est toujours mieux de se parler, de se voir que de pas se parler et pas se voir et d'avoir un silence total. Là, en l'occurrence, chacun va y aller, va écouter le chef de l'État, mais pourra aussi faire des propositions. Moi, si vous m'invitez à une réunion, je viens et je vous fais aussi des propositions, je discute, je vous dis quel est mon avis. Donc je pense que vraiment, dans tous les cas, c'est mieux de se retrouver et de se voir que de ne pas se voir du tout. Ensuite, lorsque Sébastien Lecornu dit « il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui veulent doter notre pays d'un budget et construire », ça c'est une avancée. Il dit aussi « je fais une recommandation au chef de l'État qui l'écoutera ou ne l'écoutera pas sur l'importance de détacher le moment politique que nous vivons aujourd'hui des élections présidentielles. Ça fait des mois que les oppositions disent qu'ils ne nous écoutent pas, ils n'écoutent pas, ils continuent dans cette voie. Vous pensez vraiment qu'il va dire « d'accord, je vous ai entendu, c'est ça qui va se passer aujourd'hui » au vu de ce qu'on a vu pendant des mois, tout d'un coup, changement total de j'ai pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que si moi vous m'invitez à une réunion et que à un moment donné vous m'exposez ce que vous voulez me dire, je vais vous répondre et je vais vous poser des questions éventuellement. Donc ce serait un moment de vérité. Peut-être qu'on va avoir à l'Élysée un moment de vérité entre Emmanuel Macron et tous ceux qui ont des choses sur le cœur depuis des mois et des choses à lui dire. C'est pas une question de déballage ou de moment de vérité. En tout cas, c'est toujours bien d'échanger, c'est toujours bien de dialoguer. C'est ce qu'on reproche à nos institutions. Et à un moment donné, si on veut que ce soit un moment parlementaire, comme l'a dit Sébastien Lecornu, comme semble le vouloir également le président de la République, c'est une bonne chose que les chefs de parti et les chefs de groupe à l'Assemblée puissent se retrouver. Est-ce que c'est pas juste une façon de prolonger une stratégie qui est déjà la même depuis des mois et qui est de décider d'une façon assez solitaire, parfois, c'est ce que décrit les oppositions. Je pense que de faire dire des choses... Vraiment, je vois pas comment on peut se dire que de se réunir, ça peut être une mauvaise chose. Romain Eskenazi. Des fois, il y a une expression française qui dit « jamais 203 ». Je pense qu'il a essayé à 3 reprises de poursuivre sa politique et je pense qu'un certain nombre de députés macronistes, les socialistes, ils ont à leur droite les écologistes et à leur gauche le bloc central. Et je sens bien, moi, depuis quelques semaines, que le bloc central a compris
qu'il fallait se tourner vers la gauche et qu'il fallait faire des pas francs vers la gauche et des lignes qui n'étaient pas du tout prêtes à être franchies il y a encore quelques mois. On sent qu'il y a des bougées sur le 49.3. C'était notre proposition. La suspension de la réforme des retraites, c'était hors de question. Là, c'est sur la table. Sur la taxation des trop hauts patrimoines, c'est Sébastien Lecornu qui en a parlé lui-même sur le plateau. Donc moi, je vois plutôt d'un bon oeil qu'on se tourne vers nous. Quand j'entendais parler, je vous dis, pour sauver le budget de la Sécu, on va toucher à l'AME qui est 0,47% du budget de la Sécu. Je trouvais qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Là, ils peuvent plus tourner vers la droite. LR a rejoint le clan du chaos. Il a fait chuter un gouvernement au bout de 15 heures. Pour des histoires de postes, pour des histoires de stratégie pour 2027, c'est franchement pas sérieux. Et là, on les entend encore récemment avec une rupture de ligne historique, appeler quasiment à voter Rassemblement National. En tout cas, la responsabilité, c'est vous, c'est ce que vous nous dites. Nous, madame, on est les seuls groupe d'opposition à avoir accepté de ne pas censurer un budget contre lequel nous étions opposés. On a voté contre le budget Bayrou en commission mixte paritaire, mais pour des avancées pour les Français. On a vu des avancées concrètes pour le fonds vert, pour les hôpitaux, pour la justice fiscale, pour le logement. Une réforme des retraites qui va coûter 3 milliards d'euros à l'État. Quelques centaines de millions cette année, et on a des propositions pour les chiffrer. Ça, c'est la responsabilité aujourd'hui ? En tout cas, on considère qu'on a toujours été, nous, depuis le début, conscients, et j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, on était le seul groupe à l'Assemblée qui avait conscience qu'elle n'avait pas la majorité absolue. Quand on entendait LR, ils veulent gouverner tout seuls. On entendait le RN, il fallait que ce soit leur proposition. On entend LFI, c'est tout le programme, rien que le programme. Nous, on a quand même conscience que ça ne pourra pas être tout notre programme, mais qu'il y a aujourd'hui un besoin de justice sociale, un besoin de justice fiscale exprimé dans le pays, dans les urnes, dans la rue et à l'Assemblée. On marque une pause parce qu'on doit faire le rappel des titres, le reste de l'actualité avec Séverine Larouille. C'est à vous.